à dire. Et je vous propose de commencer par cette session Vieille Europe, Nouvelle Europe. Il y a beaucoup de gens ici au podium. Je vais vous les présenter. Des gens donc qui sont en face de vous. Je commence de la droite à la gauche, de ma droite à l'extrême droite, pas politiquement, mais Loredana Orsica Roumanie de l'Union des étudiants roumains. Ensuite, Kaja Dekleva, Slovénie, travaille pour le Conseil national des jeunes en Slovénie. Puis, Maria Tomak, qui est une journaliste ukrainienne, une militante civique. Elle travaille pour différents sites internet, sites de télévision, et elle travaille sur les droits de l'homme dans le contexte actuel. Et elle travaille pour une ONG qui s'appelle le Centre pour les libertés civiles. À ma droite, François Brunarel, qui travaille pour l'unité du protocole du Parlement européen. Et il y a travaillé pendant 42 ans. Et c'est une mémoire vivante de cette Europe qui avait 6 États au départ, qui était la communauté économique européenne, qui est devenue ensuite l'Union européenne avec 28 membres. À ma gauche, Drova Banskravicius, qui travaille actuellement avec Martin Schulz, président du Parlement européen, qui est conseiller sur les politiques avec l'Est, l'élargissement. Et il est au Parlement européen depuis 2006. Après, Manuel Afranseda, qui est allemand, qui vit en Suède et qui est membre du Conseil consultatif sur la jeunesse du Conseil de l'Europe. Et enfin, Jonathan Mack, qui vit en Hongrie, qui est allemand, qui vient du réseau Rome international. Nous avons 1h30 à passer ensemble sur l'ancienne Europe, Nouvelle Europe. Et je vous rappelle 2 choses pratiques. Il y a de l'interprétation en 3 langues. Donc vous avez le canal 1 pour l'allemand. Le canal 2, vous avez l'anglais. Et sur le canal 3, vous avez le français. Si vous voulez envoyer des tweets, mettez hashtag iStream, E-Y-E majuscule, stream en minuscule, attaché. Nous aurons 2 moitiés à notre groupe. Bon, d'abord, Ancienne Europe et Nouvelle Europe au sens géographique. Donc, l'Ancienne Europe, c'est la partie occidentale qui a commencé à créer la communauté économique européenne. Et la Nouvelle Europe, ce serait en quelque sorte les pays de l'Est qui sont entrés dans l'Union plus tard. Et dans la deuxième série de débats, enfin dans le deuxième débat, si vous voulez, nous parlerions du même sujet, mais au niveau des idées. C'est-à-dire, est-ce que l'ancienne Europe, ce sont d'anciennes idées qui nous a amenés aujourd'hui où on en est, et la Nouvelle Europe, de nouvelles idées que nous recherchons tous pour créer quelque chose de nouveau à l'avenir. Nous pensons que dans la première partie, nous allons donner la parole aux gens du panel pour qu'ils s'expriment. Et puis ensuite, nous serons ravis d'entendre vos questions, vos déclarations. Et si vous voulez demander quelque chose, vous êtes libre de le faire. Levez la main. Et soyez très clairs.
pour dire exactement ce que vous voulez évoquer et à qui vous posez la question. Je crois qu'il faut commencer. Ne perdons pas davantage de temps. Nous commençons avec Kaya et ses idées. Merci. Je m'appelle Kaya et je voulais revenir sur le sujet de l'élargissement aux Balkans. Pour les Balkans, l'Union est toujours un objectif pour l'adhésion, en tout cas les politiciens. Lorsque une nouvelle politique est mise en place, on utilise toujours l'exemple de l'Union européenne, comme si c'était toujours une bonne pratique. Et on va à Bruxelles aussi pour pouvoir établir des contacts et après présenter l'Union européenne dans les pays. Alors, est-ce que l'adhésion peut aider les États des Balkans à parvenir à leur objectif, même si certains États membres de l'Union européenne n'ont pas vraiment un grand succès, par exemple, en matière de chômage des jeunes? Et comment garantir aux gens que l'Union européenne ne réduira pas leur liberté, ne changera pas les lois nationales. Par exemple, pour les Balkans, il faut toujours penser aux difficultés qui existent. Bon, beaucoup de pays ont des problèmes et sont l'objet de missions d'organisations internationales. Il y a encore des tensions aussi entre les différents pays des Balkans et il n'y a toujours pas une histoire commune, même s'il y a une langue commune. Les problèmes des Balkans sont spécifiques et doivent être traités un par un. Lorsque nous parlons de politique de voisinage ou d'élargissement, l'Union européenne devrait être très particulièrement prudente lorsqu'il s'agit de changer les législations nationales et lorsqu'il s'agit du rôle notamment des ONG. L'adhésion de la Croatie et de la Slovénie ne pourra peut-être pas un modèle, mais peut s'inspirer de ce qui s'est fait pour la suite. Les États membres actuels doivent aussi savoir quelles sont ces aspirations parce qu'ils ne sont pas toujours au courant des pratiques et de ce qui se fait exactement dans les Balkans. Merci. Do you think that the Balkan states... Est-ce que vous pensez que les Balkans doivent faire partie de l'Union européenne? Et d'après vous, ça prendra combien de temps avant qu'ils puissent venir dans l'Union européenne? Certains pays des Balkans souhaitent vraiment coopérer, communiquer avec l'Union européenne, mais je ne pourrais pas vous dire combien de temps ça durera. Merci. Déclaration suivante. Emmanuel. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Je suis membre du conseil consultatif. Je suis aussi président d'un réseau. Moi, je voudrais parler de la situation en Ukraine. Comme vous savez, la situation est tout à fait dramatique et nous sommes revenus à un scénario de la guerre froide. Le conflit est très grave et lorsque je parle à des jeunes de la Fédération russe notamment, beaucoup d'entre eux pensent qu'ils ont raison dans ce conflit et que nous avons tort. Et moi-même, lorsque je parle aux gens en Europe de l'Ouest, ils pensent que la Russie a tort et que nous avons raison. Donc je pense exactement le contraire. Et c'est la fin de la discussion parce qu'il ne peut pas y avoir de débat puisque chacun campe sur ses positions. Donc la discussion, le débat est totalement inutile et il semble impossible d'arriver à des compromis. Mais je crois que nous devons nous parler, avoir un vrai dialogue. C'est la seule solution, parce que l'autre solution, c'est un conflit plus grave que celui que nous connaissons déjà. Et bien sûr, certains vous diraient qu'on ne peut pas faire des compromis sur nos valeurs de droits de l'homme, de démocratie. Il ne faut pas céder même un pouce. Et là, je suis tout à fait d'accord, bien sûr.
on ne peut pas insister en disant qu'on est supérieur dans la manière de faire les choses. Donc ce que je propose ici, et ce que je voulais souligner, c'est que nous devons commencer un vrai dialogue avec la Fédération russe et que nous devons trouver de vrais compromis, surtout pour les jeunes, parce que les jeunes, nous sommes l'avenir, et si on commence comme ça, eh bien un conflit est très vraisemblable pour l'avenir. Merci. Thank you. Merci. J'aimerais demander à Maria de réagir sur ce sujet, parce que je crois que l'Ukraine, c'est ce qui vous intéresse et ce qui vous occupe. Merci, oui. D'abord, je dois dire que je considère que cette question ukrainienne, c'est un des défis fondamentaux pour la communauté, pour l'Union. Et je suis sûr que le Parlement européen, après les élections, va certainement débattre de cette situation et de ce que peut faire ou devrait faire l'Union pour vis-à-vis de cette crise en Ukraine. La crise ukrainienne fait partie de la crise européenne. Comme beaucoup d'experts le disent, la réaction de l'Union a été insuffisante. D'où l'escalade dans le conflit. Pour revenir sur ce que disait Emmanuel, on n'est pas dans le contexte d'une guerre froide. Bon, la guerre froide ne s'est pas arrêtée. On a caché la guerre froide sous une routine apparente, mais c'est jamais arrêté. Maintenant, nous avons une vraie guerre. Et si vous regardez le nombre des victimes quotidiennes, eh bien, vous serez très surpris. Et vous verrez que ce n'est pas la guerre froide. C'est une vraie guerre. Hier, 7 personnes ont été tuées dans une des villes de l'Est de l'Ukraine et 39 blessés. Un autre exemple, 7 personnes de la Croix-Rouge ont été kidnappées hier. Une a été battue et blessée gravement et ce sont des terroristes pro-russes qui l'ont fait. Ils ont volé les médicaments, mais Dieu merci, personne n'a été tué et ils ont été libérés ce matin. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une guerre? Moi, je crois que c'est une guerre. Et parler de dialogue, oui. On a besoin d'un dialogue. Mais il faut comprendre de quel dialogue on parle. Lorsque nous parlons de compromis, il faut savoir dans quelle mesure on peut faire des compromis, jusqu'où on peut faire des compromis. La Russie, enfin Poutine, dit qu'on ne peut pas accepter les valeurs européennes. Le premier président Yeltsin avait dit pourtant, à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique, que l'Europe, c'était le modèle pour la Russie, qu'il fallait suivre ce modèle du point de vue moral, législatif et autres. Mais après tout cela, on a vu la Russie changer, beaucoup. Mais maintenant, la Russie est un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, c'est un pays où il y a des prisonniers politiques, c'est un pays où il y a d'énormes problèmes dans tous les domaines des droits de l'homme. Alors comment dialoguer avec ce pays? Comment avoir des compromis avec un pays comme ça? Ça, c'est un vrai problème. Le défi de créer de nouvelles politiques est évident. C'est pourquoi, pour répondre à ce que les collègues ont dit, je pense que de nouvelles politiques doivent être établies
mais ça doit être discuté avec les Ukrainiens, avec les Russes, avec les leaders russes, avec les intellectuels et tous ceux qui connaissent bien la Russie, parce que je crois que beaucoup de gens se bercent d'illusions. La Russie, c'est plus la Russie de l'époque soviétique, mais il y a quand même beaucoup de propagande à l'intérieur de l'Union. At the beginning of your statement, Tout en début d'intervention, vous aviez dit que la crise ukrainienne, selon vous, était une réaction à une crise européenne. Mais qu'est-ce que vous souhaitez dire précisément par là? Qu'avez-vous à l'esprit? Quelle est la crise européenne que vous évoquez? Et dans quelle mesure ceci a pu influencer la situation ukrainienne? Oui, c'est très important. Une question essentielle. Je crois effectivement que la crise ukrainienne s'intègre à la crise européenne. Un exemple qui vous montrera ce que j'avais à l'esprit. Nous avions eu ce référendum ukrainien, vous en avez peut-être entendu parler. Et c'était un référendum illégal, totalement falsifié. Des observateurs, en tout cas, on les appelait ainsi, se sont rendus à ce référendum et qui se sont rendus à ce soi-disant référendum lui aussi. C'était une grande délégation assez importante qui représentait les partis de droite de différents États membres de l'Union européenne. Et même parmi eux, on trouvait notamment un eurodéputé, Tatiana Zdanok de Lettonie. Excusez-moi, je me trompe en anglais. Donc de Lettonie. Maintenant, il y a une réaction. Mais je n'ai pas vraiment vu de grandes réactions sur la question. Moi, j'ai quand même l'impression que... Comment dire? Qu'il y a un problème pour ce qui est de l'influence dans l'Union européenne. Il y a également un autre député qui s'est adressé aux médias. Et c'est l'Union européenne qui a laissé la Russie avoir une telle influence à cause de l'énergie, de Gazprom. On a en fait beaucoup de journalistes qui évoquent la question, notamment le livre Londongrad, qui évoque les Russes, qui exercent des pressions dans les capitales et la capitale britannique en tant que telle. Pourquoi est-ce un crime? Parce que c'est un défi pour les droits de l'homme et pour les valides. Je veux dire Poutine. Clairement, Poutine souhaiterait que l'Union européenne envisage des compromis pour essayer d'arrêter d'insister sur les valeurs des droits de l'homme. C'est ce qu'il souhaite avoir. Il souhaite faire ce qu'il a envie de faire en Russie et en Ukraine, mais également dans tous les autres pays voisins. Et là, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, j'ai essayé de le faire. Je vous remercie. J'aimerais également que mon voisin puisse réagir à une autre question, parce que vous donnez des conseils au Parlement européen, et notamment le président Martin Schulz sur toutes ces questions. Très souvent, on a l'impression que la position de l'Union européenne était assez confuse, que ce n'était pas très utile dès le départ en tout cas. On a même l'impression que c'était un des éléments qui a déclenché la crise et que ce n'a pas permis de gérer cette crise. Quelle est donc votre réaction à tous ces éléments-là? Oui, merci beaucoup. On a en fait beaucoup d'idées qui entourent cette crise. Moi-même, j'ai également fortement participé à ce qui se faisait avec ce pays. J'ai visité 5 fois, ou même plus que cela, 40 fois ce pays-là, notamment dans le cadre de ce qui avait été fait par le président Martin Schulz. Il avait nommé quelqu'un
pour qu'il puisse peut-être faciliter l'accord d'association, qu'il puisse également retirer des obstacles, notamment la question des prisonniers politiques, mais également la question de Mme Timoshenko. Donc on s'est rendu au moins 27 fois dans le pays avant le fameux sommet de Vilnius. Et nous avons également participé à des négociations très difficiles avec les différents interlocuteurs sur place. Nous avons également quelles étaient les véritables causes de la crise. Ce n'est pas provoqué par l'Union européenne, c'était provoqué par la nature corrompue, mais également très criminelle du régime. Parce que franchement, il y a quand même le président qui a pris l'ensemble du pays en otage, qui faisait erreur sur erreur avec sa propre fortune sur ce base-là, sa volonté de pouvoir, a essayé et a accepté de céder à la pression de Poutine, a finalement décidé de ne pas signer l'accord. Il ne faut pas non plus oublier la décision de qui c'était. Et il ne faut pas non plus oublier que cet accord que nous avons signé, c'est le chapitre politique, nous espérons en tout cas signer quelque chose, n'avait pas été imposé par l'Union européenne à l'Ukraine. En fait, très souvent, c'était demandé par l'Ukraine de l'Union européenne. Alors on avait également les présidents qui avaient toujours demandé à Bruxelles de bien vouloir fournir une perspective européenne, au moins avoir un partenariat privilégié. Et l'accord d'association, mais également le reste, c'était vraiment l'offre qui faisait suite à cette demande. Et c'était l'offre de l'Union européenne, c'était une demande, ça n'avait pas été imposé. Et c'est le président de l'Ukraine qui, à la dernière minute, a décidé de ne pas le signer. L'erreur commise par l'Union européenne dans le jeu de la crise, on peut en débattre. La réponse à la crise, là, je suis d'accord. Peut-être que ce n'était pas suffisamment rapide, peut-être trop timoré, et pas suffisant. En tout cas, on doit quand même comprendre comment fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas un seul organe, pas une seule personne. Et ce n'est pas seulement Poutine qui doit se consulter lui-même. Non, ça, ce n'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, ce sont 28 États membres, c'est le Parlement européen, la Commission européenne, mais également le Conseil européen. Et ce sont toutes ces institutions qui doivent procéder par consultation avant de pouvoir parvenir à une décision. Et si l'on sait comment fonctionne l'Union européenne, si on sait également quelle est la difficulté, la lenteur de décision, franchement, ces décisions qui sont prises à la suite de la crise ukrainienne, je crois que cela a été fait à une rapidité tout à fait cosmique. C'est paradoxe, mais c'est le cas. Bon, l'Union européenne, c'est un grand navire qui prend beaucoup d'énergie pour se déplacer. Une fois ce navire se déplace, il va dans cette direction-là. Et l'Union européenne, à l'heure actuelle, s'appuie sur 3 aspects. Tout d'abord, l'aiguisement, l'escalade dans la crise, on venait d'en parler à l'instant. On essaye de préserver le dialogue avec la Russie, même si c'est très difficile, notamment lorsqu'on parle ici de manière totalement différente, dans des univers totalement différents, mais également la force de dissuasion, les 2 phases qui ont déjà été mises en place. Nous avons fait toute une série de sanctions, de questions qui ont été posées, mais également les mesures économiques. Cette 3e phase est préparée et pourrait être déployée s'il devait y avoir une escalade dans le conflit côté russe. Ensuite, il y a encore un élément très important, c'est l'aide à l'Ukraine, à la Géorgie et à la Moldavie dans cette situation très difficile. Ce que l'on a vu concrètement, c'est qu'il y avait le paquet de 11 milliards d'euros d'aide à l'économie ukrainienne qui est dans une situation très difficile. Ça s'est également traduit parce qu'on a eu la question des visas qui ont été octroyés aux Moldaves, qui ont pu se rendre sans visa dans l'espace Schengen. On va certainement terminer la même opération avec les Ukrainiens à la fin de l'année. Et en janvier, on pourra également rejoindre les Moldaves pour voyager en Union européenne, avec notamment un élément important pour améliorer encore ce qui se fait pour l'accord libre-échange, qui pourrait vraiment améliorer la situation de l'économie ukrainienne avec une croissance de 3 à 4% par an. Voilà, c'est en fait le volet plus soft de notre politique où nous pouvons nous en sortir très bien. On a peut-être plus de mal pour ce qui est du volet plus dur parce que c'est l'OTAN qui doit assumer cette charge-là, les réponses à fournir, mais pour ce qui est de la politique plus souple, également plus douce, et notamment les avantages à long terme, nous sommes bien meilleurs. On peut également avoir l'impression que la politique de Kremlin en Crimée, et notamment à l'est de l'Ukraine, est une attaque couronnée d'une victoire. Moi, je suis persuadée que le président Poutine, lui, perd une bataille stratégique. Et notamment, il perd les esprits, mais également les cœurs des personnes en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie. Les perspectives sur le long terme, ce sont des perspectives européennes.
et des perspectives qui sont liées à une réforme, au bien-être, au commerce, à la liberté de circulation. Et ce n'est pas l'Union eurasienne qui s'appuie sur les principes du chantage, de la pression et de l'intimidation. Is there someone who wants to still react immediately? Y a-t-il une réaction à chaud maintenant sur cette question-là? Non. Alors, nous passons maintenant à l'idée de Jonathan. Pour ce qui est de la crise ukrainienne, il ne s'agit pas d'une discussion sur des valeurs communes ou une discussion concernant les valeurs. Mais si vous souhaitez garantir la stabilité et la paix en Europe, vous devez absolument revenir sur les divisions, mais également sur le besoin d'avoir une société civile forte en Europe. 25 ans après la chute du mur de Berlin, nous avons dû affronter des divisions entre l'Est et l'Ouest, l'ancien monde et le nouveau monde, mais également au sein de notre société. Regardez en Slovaquie, Roumanie, Bulgarie, ils ont érigé des murs entre la société majoritaire, mais également la communauté des Roms. À l'heure actuelle, nous devons constater qu'il y a une augmentation dramatique de partis d'extrême droite avec le nationalisme, le racisme, mais notre maison européenne s'appuie sur des expériences que nous avons engagées dans le cadre de l'Holocauste. Nous avons énormément de juifs, mais également de Sinti et Roms qui ont été tués sous le régime nazi. Moi, je trouve ça quand même gênant et choquant de constater qu'à l'heure actuelle, on a beaucoup de partis extrémistes, racistes, qui ont vu leur voix augmenter de 30 à 40% parce que on stigmatise les Roms et puis on propage également la haine, le racisme à l'encontre des immigrants notamment. Aujourd'hui, on a parlé de l'ancienne Europe, la nouvelle Europe, mais également de l'avenir du processus d'intégration européen. Mais pour avoir une véritable Europe nouvelle, nous devons surmonter cette division entre l'ancien et le nouveau, entre les gagnants et les perdants de cette Europe. Nous devons absolument abattre ces murs, assurer la dignité humaine pour tous. Lorsque je pense maintenant aux élections à venir, j'estime qu'il n'y a pas de possibilité pour des partis d'extrême droite, mais également des idéologies racistes dans ce Parlement européen. And as the member of Turnipe International Roma Youth Network, et avec la casquette que j'ai, j'aimerais ici que vous proposiez que l'on puisse créer un programme fort pour éviter justement que cela voie le jour, notamment soutenir les différents acteurs en Europe, pour faire qu'ils puissent renforcer leur engagement en Europe pour lutter contre le racisme et l'extrémisme. C'est une question fondamentale pour nous tous. Comment pouvons-nous créer une Europe? Comment pouvons-nous créer une société civile forte qui a la possibilité de défendre nos valeurs et également de garantir la dignité humaine pour tous, mais également couper court à ces partis extrémistes et racistes et le faire dès maintenant. Thank you, Jonathan. Since Monsieur Bounagel, vous êtes celui qui a suivi pendant toutes ces années ce qui s'est passé dans ce Parlement, avant même sa construction. Les partis de droite ont toujours représenté un problème, d'extrême droite plutôt. On avait le problème d'intolérance, mais également l'extrême droite qui était toujours une sorte de menace en Europe. Est-ce que vous avez l'impression que la situation actuelle est différente ou plus dangereuse par rapport au passé? Je vais peut-être parler le français, puisqu'on a des interprètes. Ça vous permettra de chauffer les casques un petit peu. Voilà. Yes, please. Alors, la question telle que vous la posez, vous la posez en parlant des extrêmes de droite. Oui. Mais historiquement, nous avons connu aussi les extrêmes de gauche. On l'a un peu oublié. Et même à un moment donné, la construction européenne à un moment donné, s'est cristallisée aussi pour faire contrepoids à l'Union soviétique, qui était une extrême de gauche, si on veut. Je pense qu'on a toujours navigué au milieu des extrêmes en mettant en avant nos valeurs humanistes
qui sont des valeurs de gauche à droite, finalement, assez centrales. Les fondateurs de l'Europe étaient des gens qui avaient comme principale préoccupation, justement, de dépasser les nationalismes en mettant en commun leurs intérêts de façon à ce que la guerre non seulement devienne impensable, mais physiquement impossible. C'était tout l'objectif de la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier par Robert Schuman, sous l'inspiration de Jean Monnet, de mettre en commun les deux piliers de l'économie d'alors, le charbon et l'acier, qui avaient servi l'effort de guerre, qui allaient servir l'effort de reconstruction. En les mettant sous une autorité supranationale européenne, on rendait la guerre physiquement impossible. Aujourd'hui, je pense qu'il ne créerait plus la communauté du charbon et de l'acier, mais probablement la communauté des nouvelles technologies, des technologies de l'informatique, des biotechnologies, de tout ce qui fait l'avenir et le développement économique de demain, de façon à ce que la mise en commun permette de dépasser les clivages nationaux. Alors, dans ce qui a été dit tout à l'heure aussi par mon excellent collègue Arnoldas, moi je ne suis pas tout à fait satisfait de l'état actuel de l'Union européenne. Il a dit « when one knows how the EU works ». Ok, moi je dis qu'elle ne fonctionne pas bien de ce point de vue-là, parce qu'aujourd'hui, nous devrions avoir une politique étrangère et une politique de sécurité beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus immédiatement réactive. Et la crise actuelle, parce que vous avez évoqué aussi la crise de l'Union européenne, la crise de l'Union européenne est aujourd'hui, je pense, une crise de perspective de l'Union européenne. Nous avons considéré que l'Union européenne était avant tout une union économique. C'est une union des égoïsmes nationaux où chacun essaye de tirer la couverture à soi dans une espèce de course effrénée à la compétition. Or, ce n'est pas comme ça qu'on a construit l'Europe. On a construit l'Europe en lui donnant un objectif politique supérieur. Dès l'appel de Robert Schuman le 9 mai 1950, il disait « cette union du charbon et de l'acier sera le premier pas vers la construction d'une union fédérale européenne. » Une fédération des États européens. Et ça, mes amis, c'est un objectif politique. Or, aujourd'hui, si nous voulons précisément combattre les extrêmes, si nous voulons avoir une strong civil society, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en lui rappelant à notre société civile quel est l'objectif supérieur de la construction européenne. L'objectif supérieur, il est hautement politique, c'est d'assurer la paix entre nous, c'est d'assurer la croissance, l'épanouissement des hommes, des citoyens qui forment cette Union européenne. Et si nous n'arrivons pas à transmettre cette idée d'un objectif supérieur de l'Union, eh bien, nous en reviendrons éternellement à nos considérations qui sont légitimes, qui sont des considérations pratiques qui ont été évoquées tout à l'heure par Kaja. Est-ce que nous devons mettre en avant nos difficultés économiques actuelles pour retarder l'entrée des Balkans dans l'Union européenne? Mais si on avait fait ça en 1989-1990, quand tout à coup tous les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale ont subitement émergé à la liberté et à la démocratie, aujourd'hui encore, nous n'aurions pas fait l'élargissement de l'Union. Parce que nous aurions toujours trouvé que nous avions trop de problèmes domestiques à résoudre d'abord. C'est un vieux débat de l'Union, c'est un paradoxe de l'Union qui se bat toujours entre l'approfondissement, l'exaltation de notre bien-être, avant de faire partager à beaucoup plus de monde nos valeurs de liberté, de démocratie et de respect des droits de l'homme. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais je pense qu'il faut se rappeler effectivement que l'objectif de l'Union est avant tout un objectif hautement politique. Merci beaucoup. I would
would like to pass on to Loredana and to... J'aimerais maintenant me tourner vers Loredana pour écouter votre idée. J'aimerais peut-être un peu changer de sujet et je souhaitais évoquer la voie qui a été suivie par l'Europe pour aller d'une situation à une autre. Parce que vous voyez que la crise a affecté tous les pays, notamment pour ce qui est de la réduction du taux de chômage. Moi, je crois qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes la génération la plus importante que nous avons déjà eue sur Terre et malheureusement, en 2014, il y aura une augmentation rapide du vieillissement. L'Europe va devoir affronter ce processus assez rapidement et dans très peu de temps, il y aura beaucoup de personnes qui sont actives, qui sont jeunes, qui devront soutenir beaucoup de personnes âgées. C'est la raison pour laquelle nous aurons également beaucoup de grandes différences entre des différentes régions en Europe. Par exemple, les pays occidentaux ont déjà pris beaucoup de mesures, comme les pays du Nord aussi, où il y a eu des mesures actives qui ont été décidées pour que les jeunes ou les vieilles personnes puissent encore travailler à temps partiel ou de manière souple. Aux Pays-Bas, il y a également une décision avec le chômage des jeunes. Ils ont essayé de régler le problème assez rapidement. La Suède, encore, a également accepté d'offrir des horaires souples pour les femmes pour qu'elles puissent aller travailler en temps partiel ou à temps complet afin de travailler plus longtemps si elles le souhaitent. Et là, on en vient à parler d'une question très précise. Comment éviter de créer de grandes différences entre régions ? On pourrait justement commencer par ce point-là, parce que il semblerait que c'est le cas. Si l'on a encore les statistiques, il y aura de grandes différences entre différents pays si on ne règle pas cette question-là. D'où ma question. Est-ce qu'on devrait peut-être plus améliorer les politiques... Oh, attendez, je me reprends. Est-ce qu'on devrait améliorer les politiques et constater que les pays occidentaux soient un peu plus souples ? À l'heure de recevoir les travailleurs des pays, des nouveaux pays, en tout cas l'Union européenne, est-ce que ce serait peut-être alors une nouvelle crise en Europe? Ou est-ce que ce serait peut-être source de problème? C'est une question. Thank you, Loredana. Do you have an idea? Merci, Loredana. À qui posez-vous la question? Not precise. Bon, c'est une question générale. La question n'a jamais été réglée à ce jour, mais c'est une question importante à laquelle il faut réfléchir. Merci. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui souhaite participer, dire quelque chose, ajouter un mot? Merci beaucoup. Je m'appelle Norbert. Je représente les jeunes démocrates pour l'Europe. Ma première question porte sur ce qu'a dit Madame Tetleva à propos de l'élargissement de l'Union. Je vous demande, est-ce que vous pensez, parce qu'il y a la question cruciale, comme par exemple la non-reconnaissance du Kosovo par certains États membres, comment régler ce problème? Et il y a aussi le nom de la République de Macédoine et d'autres questions qui pourraient être évoquées par la Grèce dans cette procédure de négociation. Autant de questions. Et j'aimerais bien aussi, Monsieur Bonagel et Monsieur Vukovicevic, pour l'Ukraine, nous voyons qu'il y aura un besoin d'une politique de sécurité commune ou d'une politique étrangère commune pour l'Union. Quelles sont les mesures à prendre, d'après vous, de notre côté, de votre côté, et puis peut-on envisager un nouveau traité de l'Union européenne si les États membres ont vraiment besoin d'adopter de nouvelles mesures, et est-ce que l'Union européenne n'en sortirait pas plus forte? Plusieurs questions. La question de l'élargissement d'abord. Merci de la question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il y a encore beaucoup de problèmes à propos des Balkans et le fait que
les Balkans souhaitent se rapprocher de l'Union européenne, mais c'est d'abord aux pays des Balkans de régler leurs problèmes et de demander à continuer de vouloir se rapprocher de l'Union européenne. Merci. La question ukrainienne, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi. Mais ça montre que le projet européen reste d'actualité. Beaucoup d'Européens ont perdu confiance dans le processus de constitution européenne. Ces pays n'ont pas d'arrière-pensée quant à la direction qu'ils veulent suivre, c'est vers l'Union européenne, alors que nous demandons où il faut aller. Mais il faut peut-être retrouver notre confiance de façon à pouvoir les aider. Actuellement, il y a une fatigue au niveau de l'élargissement, personne n'en doute, surtout dans les anciens États membres. Les membres fondateurs de l'Union ne sont pas tellement pour un élargissement, mais je pense que ce n'est que provisoire parce que l'élargissement a été, reste et sera toujours l'instrument le plus puissant dont on dispose. Et l'abandonner enlèverait vrai une des possibilités pour l'Union de transformer la société. Comme le commissaire Füle l'a dit, le jour où personne ne frappera plus à la porte de l'Union européenne pour être membre, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, il y aura quelque chose qui ne marche pas avec l'Europe. Donc, élargissement, ça peut renforcer l'Union. Nous allons voir si on ne va pas pouvoir ramener les mêmes autour de la même table les pires ennemis au Kosovo, en Serbie, en Bosnie, pour voir si on ne peut pas leur donner à tous cette destination européenne. Quant à la politique étrangère, après la crise ou pendant la crise ukrainienne, vous avez raison, cette crise a secoué les fondements de notre architecture européenne, mais également du traité de non-prolifération. Et cela a relancé le débat au sein de l'Union européenne en matière de sécurité et d'énergie. Des sujets qu'on avait un peu oubliés au cours des dernières années. Mais j'espère que comme dans tout processus d'intégration européenne, j'espère qu'on va utiliser ces chocs, ces crises pour aller de l'avant. On pensait à l'union monétaire, l'union économique, l'union monétaire, etc. Bien, je pense que la crise en Ukraine va nous pousser à faire un saut pour être plus efficace en matière de politique étrangère, en matière de politique de défense. Surtout, va nous faire avancer sur l'énergie parce qu'il faut que nous trouvions un marché, à mettre en place le marché intérieur de l'énergie et toutes les interconnexions de ce marché intérieur, connecter tous les États baltes, par exemple, connecter les pipelines, les lignes électriques et trouver un vrai marché pour l'énergie et en plus de ce marché intérieur de l'énergie qu'il faut construire, il faut construire aussi une politique extérieure en matière d'énergie qui ne serait pas fondée uniquement sur un mélange d'énergie intelligente, renouvelable, énergie alternative, etc., mais fondée sur du stockage commun, sur du stockage de gaz, d'électricité commun, de stockage de gaz en cas de crise, de façon que les pays puissent s'aider les uns les autres, qu'on puisse vraiment mettre en place la solidarité européenne en la matière. Et puis, il faudrait aussi négocier ensemble avec les fournisseurs, par exemple avec la Russie. Jusqu'à présent, la Russie a utilisé nos faiblesses pour nous diviser, pour mieux régner dans le domaine de l'énergie. Et il faudrait donc besoin des accords à long terme avec certains pays, avec certaines entreprises, de façon à ce qu'il n'y ait pas une approche européenne. Eh bien, je crois qu'il faudrait dépasser cela si nous parlons d'une voie en matière de commerce. On arrive à parler à l'OMC d'une seule voix, alors pourquoi on ne parlerait pas d'une seule voix aussi dans le domaine de l'énergie? La même chose pour la défense.
Il y a eu un conseil défense qui a fait la liste de ce qui aurait dû être fait en mars. On s'est rendu compte que rien n'avait été mis en place. Maintenant, les États membres doivent se sentir responsables d'impliquer les conclusions du Conseil du mois de décembre et développer les compétences européennes. C'est facile d'accuser Bruxelles d'inaction, mais ce n'est pas juste parce que Bruxelles n'a pas les instruments pour agir en matière de défense notamment. Thank you. Merci. D'autres questions? Yes, good. Okay. So you talked before about the right-wing extremism in. Vous avez parlé de l'extrémisme de droite en Europe. Que pensez-vous de l'extrémisme de droite du gouvernement ukrainien? À qui? Je la pose la question à tout le monde. Jonathan? Talk before. Jonathan? Jonathan, alors? Sorry. To all of those. Je pose la question à ceux qui ont mentionné les nationalismes et l'extrémisme de droite en Europe. Yeah. Since we don't have... Comme il n'y a pas beaucoup de temps, ce serait mieux de dire qui doit répondre. Parce que ça va être trop compliqué autrement. Je vais répondre si vous voulez bien. Le problème, bon, c'est pas qu'il y ait un fascisme ukrainien qui serait promu par les médias russes. Mais étant donné les menaces que nous voyons maintenant, c'est-à-dire la guerre contre l'Ukraine, il y a des raisons des dangers de radicalisme en Ukraine, mais il n'y a pas un vrai problème de fascisme ukrainien. C'est pas ça le problème. Mais il y a le problème des néofascistes russes. Et si vous comparez les néofascistes russes, enfin le nombre de leurs organisations, et le fait qu'il y a quelques années, un journaliste de Crimée, un défenseur des droits de l'homme russe a été tué par des néo-nazis, je pense que ça, c'est le problème. Il y a des tendances extrémistes, mais c'est une réaction aux menaces extérieures. Ce n'est pas une chose organique. Si vous regardez Euromaïdan, cette expérience, il y avait beaucoup de Russes qui sont allés défendre la démocratie ukrainienne. Nous avons à Euromaïdan également des juifs. Vous pensez que les juifs vont coopérer avec des fascistes? Moi, je ne crois pas. Voilà ma réponse. So, I saw two more hands. First... Encore deux mains. Vous soyez précis. À qui posez-vous la question? Et soyez court. Thank you very much. Merci beaucoup. Je m'appelle Fevin. Ma question s'adresse à Emmanuel. Vous lancez un appel au dialogue. Et je suis d'accord. Il ne faut pas que la Fédération russe soit un adversaire, ou devienne un adversaire. Mais la question reste ouverte. Savoir dans quelle mesure on peut dialoguer avec les Russes.
Parce que vous voyez que sur place, on fait une vraie guerre de propagande, qu'on déplace des forces, des armes, et les leaders russes sont capables d'utiliser toutes les erreurs que nous pourrions faire. Donc la question que je vous pose, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin? Comment ce dialogue devrait-il être structuré? Comment les amener à nous parler sans que nous ayons un dialogue qui soit vraiment à sens unique? Et c'est un peu le danger actuellement. Bien sûr, je suis d'accord. Le côté politique doit pouvoir s'exprimer. Les jeunes doivent pouvoir se parler. Il faudrait, mais on ne part pas dans ce dialogue sans préjugés. Chacun a ses idées et voudrait défendre ses propres idées. Ça ne peut pas marcher, bien sûr. Moi, je n'ai pas de solution, très honnêtement. Moi-même, j'ai des idées préconçues. Mais ce n'est pas une bonne idée d'être comme ça. Parce que à ce moment-là, le conflit risque d'être plus grave. Bon, je n'ai pas la solution, mais enfin, je pense que les jeunes devraient se parler. Thank you. So there was... Merci. Encore une question. Merci. Madame Tomac, bon, j'arrive pas à voir le nom ici. Je suis allemand, mais ma mère est russe et j'ai vécu aux États-Unis, en Russie. Bon, je ne suis pas sensible à la propagande ni occidentale ni russe. Je lis les journaux allemands, les journaux russes, et c'est vraiment un problème qui vient du gouvernement ukrainien. Il y a des membres du gouvernement provisoire qui sont vraiment d'extrême droite, et ça va pas. Bon, les médias présentent Poutine comme un vrai démon, les Russes aussi, mais c'est pas vrai. En Crimée, parce que certains membres de ma famille vivent là-bas, ils sont heureux d'être russes. Ils sont heureux d'avoir leur propre gouvernement. Les gens dans l'est de l'Ukraine ne veulent pas être sous un gouvernement ukrainien. C'est pas pour ça qu'ils voudraient entrer en Russie. Okay. Poutine ne fait rien. Est-ce qu'il a envoyé des conseillers? Non. Mais l'Union européenne et les États-Unis envoient des gens là-bas. Bon, je sais que à Strasbourg, tout le monde pense différemment, mais les gens là-bas ne veulent pas être sous le gouvernement ukrainien actuel. Les gens dans l'est de l'Ukraine, ils ont toujours parlé le russe. Et maintenant, il y a une loi qui les empêchera de parler le russe. Ce ne serait plus une langue officielle. Pourquoi les gens ne parlent pas ukrainien? Alors, laissez-les parler ce qu'ils veulent. Pourquoi devons-nous leur imposer une autre langue? Thank you for your comment. Merci de vos commentaires. Pour ce qui est de la propagande, je crois pouvoir dire que chaque État utilise cet instrument, mais il y a propagande et propagande. J'ai vu en fait le 28 avril, lorsqu'il y a eu la répression épouvantable des activistes pro-russes avec les Kalachnikov, ils se sont abattus sur les protestataires qui étaient pacifistes, qui ne faisaient que tenir des drapeaux. Je me suis rendu compte comment les correspondants russes disaient « Oui, maintenant vous voyez ce qu'il en est. Comment vous voyez ces attaques qui sont réalisées, parce que ce sont des gens d'extrême droite qui attaquent en fait ces
protestataires pacifistes. Ce n'est pas seulement une question de manipulation. Attendez un peu, j'en viens ici à mon deuxième argument. Je n'ai rien contre les Russes eux-mêmes. Parce qu'il faut pouvoir coopérer avec les défenseurs des droits de l'homme russes. On aurait une situation bien pire. On cède vraiment tout le temps. Je n'ai donc rien contre cela. Troisième élément, les Ukrainiens de l'Est. Parce que vous avez beaucoup de confiance. Vous savez ce qu'ils souhaitent, vous savez ce dont ils ont besoin, mais vérifiez un peu ce qu'il y a de la sociologie. Vous serez très surpris. Que dites-vous finalement? Vous dites que ce n'est pas la réalité. Je ne sais pas d'où vous recevez cette information, mais si l'on en croit justement ces faits, il n'y a que 11% des personnes à l'est de l'Ukraine qui soutiennent ces séparatistes. 11% seulement. On a apparemment l'impression sur place qu'il y a des problèmes avec le fait de parler le russe. Il n'y a pas de problème pour ce qui est de fait de parler le russe. Vous pouvez parler le russe et personne ne vous dira rien. À nouveau, c'est une question de manipulation ici qui est à l'œuvre. Lorsque j'ai visité les blessés, pendant l'incident que j'avais déjà évoqué, il y avait un homme qui était frappé par un activiste pro-russe assez violemment. Il parlait russe. Et cette personne parlait russe. Mais elle défendait l'unité de l'Ukraine. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il allait en fait tenir jusqu'au bout, se battre jusqu'au bout. Et il va dire aussi ce qu'il pense, que l'Ukraine devrait être unie. C'est un exemple classique de manipulation. S'il vous plaît, ne le faites pas. Okay, thank you very much for... Merci beaucoup, merci de cette discussion. Il y avait peut-être une activation factuelle à réaliser qui va être faite et j'aimerais passer à la deuxième partie des nouvelles idées parce que nous n'avons plus qu'une demi-heure. Si nous continuons à débattre du sujet très intéressant ukrainien, nous ne pourrons plus passer à autre chose. Oui, effectivement, parce que cela suscite beaucoup de passion. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit par Maria pour répondre, afin que cela soit clair. Vous avez évoqué cette loi sur les langues russes, qui n'a jamais été signée. Elle a été adoptée un peu à la va-vite, fin février, sous la pression de Svoboda et de ses partisans. Mais le même jour, on avait les autres partenaires de la coalition. Moi, j'étais à Kiev, donc j'ai vu de mes propres yeux. Il n'y a jamais eu signature de cette loi. C'est à nouveau un mythe de plus, mais également quelque chose qui avait été utilisé par la Russie comme prétexte pour envahir la Crimée. Ce n'a jamais eu lieu. En fait, la langue russe n'a jamais fait l'objet de discrimination sur le plan légal. Cette législation n'est pas à l'œuvre, n'a pas été appliquée. So we have a very nice tweet from... Nous avons un tweet très sympathique de Rick Mendes. Que dit-il? Qu'en est-il si la jeunesse souhaite avoir autre chose, des modèles hérités de siècles passés, mais également de la guerre froide pour relancer l'économie? Et là, on en vient directement à une idée qui avait été, ou qui souhaiterait être présentée par Kaya, sur le chômage des jeunes, et notamment les nouvelles idées que nous pourrions développer pour avoir une nouvelle Europe. Merci beaucoup. Mon deuxième sujet portera donc sur le chômage des jeunes, qui est évidemment l'origine du problème, avec de plus en plus de jeunes au chômage, indépendamment de toutes les mesures et politiques prises par l'Union européenne. L'Union européenne n'arrive pas encore vraiment à influencer certains États membres pour ce qui est de chômage des jeunes. On a certains pays qui ont mis en œuvre la garantie jeunesse et l'ont fait aussi rapidement que possible, alors que d'autres ont pris plus de temps. Comment les États membres n'ont pas pu présenter ce plan à temps alors que justement le chômage des jeunes est si élevé. Alors comment aussi, autre question, on peut vouloir lutter contre le chômage des jeunes alors qu'on n'a même pas de plan de lutte contre le chômage des jeunes au niveau national? Comment garantir un meilleur avenir aux jeunes sans ce plan?
Je crois que nous envoyons le mauvais message aux jeunes. Nous parlons beaucoup de mesures permettant de lutter contre le chômage des jeunes. Lorsqu'il s'agit d'agir, on est un peu plus silencieux. Notamment pour ce qui est du chômage des jeunes. Il faudrait certainement se poser la question de savoir si les États pourraient lutter eux-mêmes contre ce fléau ou plutôt avoir des mesures plus internationales, en tout cas l'Union européenne. Les résultats de l'Union européenne ne sont pas aussi mauvais que cela. Les connaissances de la garantie jeunesse devraient être élargies. L'information devrait également être disponible partout dans une langue compréhensible par les jeunes, mais également une langue que les jeunes peuvent utiliser facilement. Nous devrions cesser d'utiliser le terminologie complexe et devrions commencer à utiliser des mots qui peuvent être compris vraiment par les jeunes. L'Union européenne, pour ce qui est du chômage des jeunes, devrait donc coopérer avec les États nationaux, développer aussi un plan détaillé sur la formation à donner aux jeunes, mais également en coopération avec les systèmes éducatifs, notamment tous les moyens qui permettraient d'atteindre les jeunes et de transmettre le message. Merci. Je vais directement me tourner vers Emmanuel qui souhaite nous présenter une idée portant sur la mobilité. La mobilité est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais je vais peut-être commencer différemment. J'ai parlé avec beaucoup de personnes, j'ai également lu les journaux. Et là, ça m'inquiète quand même pas mal, parce que on a beaucoup de personnes qui sont très négatives à l'encontre de l'Europe et de l'Union européenne. Mais ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons en fait produit une élite très libérale qui fait des échanges, qui va à des réunions comme cette réunion-là, avec une forte connotation pro-européenne. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui restent quand même en rade. On a beaucoup qui sont moins éduqués, qui sont franchement sceptiques parfois pour ce qui est de l'Europe. Et s'il y a parfois un côté positif, c'est uniquement là parce qu'on a l'impression que les politiciens sont si corrompus qu'on préfère encore avoir quelqu'un d'autre qui prend la décision. Ce n'est pas vraiment une bonne raison d'aimer l'Europe. Moi, j'aime beaucoup cette idée européenne. C'est le cas certainement pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes très intéressés par ce que nous faisons. Mais, d'une manière générale, le projet européen est un peu en panne. Et la stagnation, c'est toujours quelque chose de dangereux. Les politiques nationaux peuvent trop facilement exploiter ce genre de sentiments. Ils utilisent la crise, ils disent que c'est la faute de l'Europe. Ce n'est pas seulement les partis eurosceptiques, il y a également des partis pro-européens. À chaque fois que quelque chose se passe de travers, on dit que c'est la faute de l'Union européenne. Et je crois qu'ici le problème, c'est que l'Europe est trop distante pour de nombreuses personnes. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin de plus de mobilité, notamment des jeunes qui ont besoin d'expérimenter l'Europe, de la sentir, l'expérimenter, mais vraiment aller sur place pour se rendre compte de ce dont il s'agit. Nous avons également la question de l'Ukraine, nos pays partenaires. Nous devons également inviter d'autres personnes du voisinage pour vraiment expérimenter l'Europe. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas vraiment de régime de visa suffisamment souple. Je ne sais pas combien d'entre vous avaient déjà demandé un visa, et moi, je l'ai fait une fois et j'ai vu que c'était très difficile. Il est donc très important que nos propres jeunes, et je ne parle pas de ceux qui sont déjà mobiles, qu'ils aient la possibilité d'expérimenter la mobilité, mais également ceux qui sont à l'extérieur. J'aimerais vraiment favoriser la mobilité pour aller dans ce sens-là. Thank you very much. Are there Merci. Y a-t-il des réactions du panel ou du public à ces deux observations? Le chômage des jeunes et comment nous pourrions régler le problème, ou encore la question de la mobilité. Avez-vous des réactions? Condamnation sans appel que je viens d'entendre aussi bien à droite qu'à gauche quand on dit que l'Union européenne ne fait pas assez, n'est pas assez efficace. Oui, c'est vrai. Et il y a un constat. Les choses ne sont pas faciles.
Et effectivement, pendant un certain temps, nous avons vécu une période de croissance économique qui rendait les choses beaucoup plus faciles qu'elles ne le sont maintenant. Aujourd'hui, en période de crise économique, nous souffrons d'un certain nombre de conséquences qui sont notamment des conséquences d'ordre social et d'emploi, et notamment d'emploi des jeunes. Alors, on ne peut pas dire que l'Union européenne ne fait rien. L'Union européenne est très, très active à travers tout un ensemble d'outils opérationnels qui sont les fonds de cohésion, les fonds de soutien, les fonds favorisant la formation des jeunes, mais la véritable politique de l'emploi est encore de la compétence des États. Et tout a été dit, il faut essayer de clarifier un petit peu les choses. Quand on dit l'Europe est trop distante, ça veut dire aussi qu'on aspire à une gouvernance de proximité. Ça veut dire aussi qu'il y a d'une part l'Europe et d'autre part notre ville, notre région, notre État, plus ou moins grand, et peut-être qu'il faut faire jouer ensemble ces différents niveaux de compétences et de gouvernance pour essayer de résoudre les problèmes. Il y a des problèmes qui sont de la compétence locale, régionale. Hier, j'étais dans un autre cercle où on parlait de sustainability et où on parlait de consommer des produits locaux et des produits de saison. Et quelqu'un a parlé de la décentralisation. Mais oui, bien sûr, nous voulons tous, nous aspirons tous à être des acteurs de notre vie individuelle. C'est formidable, on a même de la musique. En ayant part directement aux décisions qui nous concernent. C'est ce qu'on appelle la démocratie locale. Et je crois qu'il y a une véritable aspiration à cette décentralisation, à cette démocratie locale qui nous permet d'être, nous, à chaque niveau, des acteurs des décisions qui nous concernent. Et l'Union européenne, dans tout cela, eh bien, elle crée le cadre général dans lequel d'autres acteurs, tels que les États, tels que les régions, les villes et nous individuellement, pouvons intervenir. Et ce cadre, aujourd'hui, il faut le replacer dans son contexte international. Nous sommes dans un monde qui est très ouvert et nous sommes confrontés à des géants qui sont des continents à eux tout seuls, tels que la Chine, tels que l'Inde, tels que le Brésil. Que pesons-nous en tant qu'État individuel par rapport à ces grands ensembles et qui ont des capacités économiques formidables? Eh bien, nous ne pourrons peser d'un certain poids que si nous sommes profondément unis. Or, unis, nous le sommes déjà sur le plan économique. Nous représentons aujourd'hui la première puissance économique au monde avec 30% de la richesse mondiale. C'est le PNB de l'Union européenne. Mais puissants, nous le serons aussi si nous unissons nos capacités d'innovation, nos capacités de recherche et de développement pour créer de nouveaux emplois. Au XIXe siècle et au XXe siècle, l'Europe a dominé le monde. Certes, elle l'a dominé un certain temps par les guerres. On ne veut pas rééditer cet exemple-là. Mais l'Europe dominait aussi le monde parce que l'Europe dominait les technologies de l'époque. Dois-je vous rappeler que la machine à vapeur, c'est nous qui l'avons inventée. Le métier à tisser, c'est nous qui l'avons inventé. Le moteur à 4 temps, c'est nous qui l'avons inventé. Aujourd'hui, où sommes-nous, nous, Européens, dans les nouvelles technologies? De quelle nationalité sont vos iPads, vos iPhones, vos iPods, etc. Mais ne soyons pas si pessimistes. Airbus, que je sache, c'est aussi nous. La fusée Ariane, les satellites magnifiques, c'est aussi nous. Mais à ce moment-là, aucun État ne peut parler à la première personne du singulier parce que c'est vraiment le fruit, le résultat de la coopération européenne. Donc, ce qui prouve bien que là où nous sommes unis sur le plan économique, nous sommes aussi forts que les autres.
Et nous leur faisons même terriblement peur, c'est pour ça qu'ils nous cherchent des problèmes à l'Organisation mondiale du commerce. Or, cette indépendance, cette Europe puissance économique est indispensable si nous voulons devenir une Europe puissance politique. On ne peut pas être puissant politiquement si on est économiquement dépendant. Je reviens sur le problème de l'indépendance énergétique dont a parlé tout à l'heure Arnoldas. Les choses se tiennent, mais on ne peut pas non plus devenir une puissance économique si on n'a pas le prolongement politique de notre action. Le prolongement politique, c'est précisément d'être en mesure de protéger nos intérêts, de défendre nos valeurs à l'intérieur, à la limite de nos frontières et même au-delà de nos frontières. Donc, je pense que aujourd'hui, le véritable sursaut de la nouvelle Europe, la nouvelle motivation de l'Europe, c'est de faire ce formidable effort d'être le continent du savoir, le continent de la recherche, du développement qui s'engage à fond dans le développement des nouvelles technologies. Merci. Merci. There is one idea by Loredana which... Il y a une idée de Loredana qui va précisément dans la même direction. Parce qu'on parle ici d'innovation, mais également de recherche. Oui, merci beaucoup. Je souhaiterais évoquer cette question de la nouvelle Europe, l'éducation, l'innovation, également la recherche et le développement. Parce qu'en effet, je crois que jusqu'à présent, on a beaucoup entendu parler d'innovation, notamment de gouvernement, avec ce qui s'est fait. Mais on ne parlait pas vraiment de ce qui s'est passé de manière tout à fait extraordinaire dans ce domaine. On a notamment le financement direct ou indirect des gouvernements. Et très souvent, c'est inférieur que le niveau que l'on a aux États-Unis, au Canada ou en Corée du Sud. J'ai donc ici quelques idées. Et parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit dans ce débat, nous devrions d'abord commencer par soutenir la recherche primaire, parce qu'on s'est bien rendu compte que la révolution Internet et la révolution biotechnologie provenaient surtout de ce financement du gouvernement. On devrait créer également des marchés compétitifs qui sont caractérisés par des obstacles peu élevés, mais également des régimes fiscaux prévisibles. Et puis également soutenir également des jeunes entrepreneurs. Nous devrions également garantir des systèmes éducatifs forts, notamment pour ce qui est l'éducation tertiaire, la science et la technologie. Nous devrions également fournir des incitations pour la recherche et le développement. Nous devrions également améliorer la coopération entre l'université, mais également l'industrie, afin justement d'avoir des capitaux à risque. Nous devrions également encourager ces partenariats entre l'académie ou l'université et l'industrie. Nous devrions peut-être le faire dans le cadre d'une sorte de consortium pour pouvoir demander des bourses, mais également améliorer ces initiatives que l'on peut avoir. Mais le plus important, et c'est ce que j'estime personnellement, c'est que tous les pays en Europe devraient avoir comme priorité numéro 1 dans leur pays l'éducation, à savoir notamment la question du financement. On devrait soutenir l'éducation dans l'ensemble de l'Europe. Et puis si on le fait, on peut également parler de l'innovation, de la recherche et du développement. Ça devrait être une priorité clé pour la nouvelle Europe. Merci. Thank you, Loredana. Mr. Pranskavicius has asked to react on that. Il y a une demande de réaction. J'aimerais compiler toutes ces propositions. Et je reviens ici au sujet de notre débat, l'ancienne Europe, la nouvelle Europe. On a vu ce qui a été dans les 3 exposés qui nous ont été faits. On a entrevu des problèmes comme le chômage des jeunes, l'immigration, la mobilité, mais également la compétitivité, l'innovation. Ce n'est pas ancien, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas l'apanage de l'Est ou de l'Ouest. Ce sont des problèmes pan-européens pour l'ensemble de l'Europe et pour l'ensemble de l'Union européenne. Et je viens d'un nouveau État membre, de la Lituanie, et je me rends compte qu'après 10 ans d'élargissement, on l'a célébré la semaine dernière, il est temps maintenant d'oublier les anciens et nouveaux clivages, mais également surtout d'aller de l'avant. Parce que l'Europe est bien plus complexe. On ne peut pas la résumer en division entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord. Nous avons en fait différents degrés d'intégration de l'Union européenne. On voit des divergences entre ceux qui sont dans la zone euro, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en Schengen, ceux qui sont à l'extérieur de Schengen.
ou encore ceux qui se streignent à une discipline fiscale, ceux qui ne respectent pas les règles, ceux qui soutiennent l'austérité ou la croissance. On pourrait poursuivre cette liste de manière indéfinie. Cela montre vraiment que la construction européenne n'est pas terminée. Et c'est loin d'être le cas. C'est en fait une question qui n'est pas encore clôturée. Il faut essayer de répondre à toutes ces questions. Et les idées que nous avons aujourd'hui, l'Europe ici a besoin d'une véritable capacité. On doit compléter cette intégration européenne et pas seulement via l'union monétaire, fiscale, économique, mais en mettre en place une véritable union politique solide. J'aimerais également emprunter l'idée de mon chef, Martin Schulz, qui se promène en Europe, qui encourage les personnes à participer au vote. Si l'on en croit ce qu'il a dit, il est important d'effectuer une distinction entre les initiatives stratégiques, les politiques stratégiques où l'Europe doit avoir des compétences exclusives, le commerce, l'énergie, mais également la migration et peut-être la recherche et le développement. Et peut-être fournir d'autres possibilités aux autorités locales de réagir sur des questions peut-être d'importance moindre, mais donner justement cette possibilité à ce strate-là. Bruxelles n'a pas à décider de tout. La taille des tomates et des raisins. Les agriculteurs en Espagne et en Italie s'y connaissent peut-être mieux. En Europe, nous devrions quand même faire attention à ces décisions stratégiques. C'est là où nous pourrons faire la différence tous ensemble. Thank you. So, to end this. Il y a encore une idée de Jonathan sur la discrimination institutionnelle. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous voulez présenter votre idée ou est-ce qu'on... Je vais dire une phrase et puis je vais laisser mon idée. Lorsque l'on parle d'innovation et de créativité, et ce que j'aime dans cette manifestation, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations de jeunes, des organisations de base, et ça, c'est vraiment la créativité qui est très utile comme instrument en Europe. Souvent, je suis un peu préoccupé. Moi, je voulais vous parler de la liberté de mouvement et voir que souvent on est divisé entre des pays de première classe et des pays de deuxième classe, et des citoyens de première classe et des citoyens de deuxième classe. Et bien c'est là où je commence ma vie quotidienne, mon travail quotidien, c'est de se battre pour plus de reconnaissance, parce que travailler en Hongrie et dans les pays de l'Est européen, il y a une crainte de la part de la société civile qui n'a pas suffisamment de soutien. Il faut le soutien des organisations de jeunes parce que c'est là qu'on peut faire changer les choses. Thank you, Jonathan. So we have the... Il nous reste justement 5 minutes. On ne va pas pouvoir faire grand-chose. Vous avez été dans les premiers à poser des questions, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir entendre plus que vous deux. Merci beaucoup. Une question. Monsieur Pankeficius, j'ai une question pour vous. Il y a quelques années, je suis allé en Hongrie en vacances et mes grands-parents m'ont dit « Attention, attention », parce que l'Europe de l'Est avait une image qui datait de l'époque du rideau de fer. Mon grand-père est un Européen normal. Nous sommes la plupart d'entre nous des étudiants universitaires où nous allons l'être. Alors, ma question, c'est que, parce que mon grand-père n'est pas un extrémiste, bon, même si maintenant il a tendance à aller vers les partis de droite, pourquoi et quand allons-nous inclure les gens normaux de l'éducation secondaire, des gens qui font une formation professionnelle, pour qu'ils soient ici et qu'on ne les exclue pas des projets européens? Quand est-ce qu'on va commencer à les inclure aussi? Une question importante, petite réponse. Je crois que le Parlement européen est une partie du problème et une partie de la solution, parce que c'est une institution qui représente les 550 millions d'Européens
mais une institution qui a une question de légitimité à cause de la participation aux élections. La réponse pratique, c'est que d'aller voter le 22, 23, 24 mars. Mais allez voter, participez, parce que pour la première fois dans l'histoire, le vote de chaque Européen ne définira pas que le Parlement européen, mais affectera la composition de la branche exécutive, c'est-à-dire la Commission. Et le président de la Commission ressortira de ses urnes. C'est pourquoi il faut voter. Mais je sais que les élites politiques à Bruxelles et dans les États membres ont oublié de faire marcher avec eux les autres personnes, les gens normaux, les gens qui ne participent pas aux grandes décisions sur l'approfondissement de l'Europe et de l'intégration. C'est une erreur, une faute qu'on ne peut pas oublier facilement et qui sera probablement traduite dans un grand nombre de forces xénophobes anti-européennes qui vont se faire élire. Donc le seul moyen de lutter, le seul moyen de gagner dans ce dialogue européen, c'est de voter, que tous ceux qui croient en l'Europe communiquent sur l'Europe, fassent passer l'idée de l'Europe, essayent d'inspirer les gens. Bon, les gens croient en les Balkans et les gens de Maïdan y croyaient aussi. Ils ont risqué leur vie pour ce rêve européen. Une dernière question. Thank you very much. Merci beaucoup. Poser une question à Monsieur François Brunagel. Vous parliez beaucoup des avantages et des opportunités que nous avons grâce à l'unification des pays de l'Europe dont le résultat est l'Union européenne. Mais je doute fortement donc qu'il y a aussi de très grands désavantages qui concernent les systèmes démocratiques des pays nationaux, donc des pays respectifs des pays membres de l'Union européenne, car il y a une grande perte, à mon avis, de démocratie, car les directives européennes donc, dominent les lois nationales et les constitutions des pays respectifs. Merci. Alors, je ne peux pas tout à fait souscrire à votre analyse, cher ami, parce que, d'une part, le Parlement européen est élu au suffrage universel direct, c'est vous qui allez l'élire, on vient de le dire, le 25 mai. D'autre part, le système institutionnel européen fonctionne de telle façon à associer à la fois les représentants directs des peuples à travers le Parlement et les représentants des États, des gouvernements des États, que vous avez par ailleurs aussi désignés dans un même processus qui s'appelle la codécision. Donc, je pense que c'est un vieux poncif que de dire qu'il y a un manque de démocratie. On peut certes l'améliorer, je crois que beaucoup de gens en sont conscients, mais je crois que la meilleure façon d'y contribuer, c'est effectivement de participer à l'élection de vos représentants directement au Parlement européen la semaine prochaine. Voilà. Et si vous le permettez, je voudrais en guise de conclusion, on a parlé beaucoup de crise ici, vous donner un message de confiance et d'espoir. Parce que quand on est jeune, on vit d'espoir, n'est-ce pas? Moi aussi. Eh bien, moi, je suis né dans cette région, ici, en Alsace. Une région dans laquelle mes parents et grands-parents avaient changé de nationalité 4 fois en 75 ans. Une région où la France et l'Allemagne se sont affrontées brutalement. Et une région où, après la guerre, on a eu beaucoup de raisons d'avoir des ressentiments en face de nos voisins, où on n'a pas voulu apprendre la langue du voisin. Et pourtant, un certain nombre de citoyens ont fait le geste de la réconciliation, le geste du dialogue. Alors, il y a des crises et il y a des moments aigus dans ces crises, comme celle qu'on est en train de vivre actuellement. Mais un jour, la crise passe et il faut se tendre la main pour reconstruire quelque chose de solide. Et ça, c'est vous qui allez le construire,
parce que c'est vous qui allez gérer ce dialogue entre tous les peuples, et aujourd'hui vous êtes mieux équipés que jamais parce que vous êtes capables de parler une langue ensemble, c'est la langue de l'espoir. Merci. Okay, so our 1.5 hour out. Notre temps est écoulé. J'ai beaucoup apprécié cette réunion. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.